Il fermait le cercueil lorsqu'elle s'est penchée derrière mon épaule et m'a murmuré « Tu as une semaine pour sortir ». J'avais encore le programme des obsèques sur les genoux. Mes doigts l'ont agrippé sans le vouloir, écrasant le bord. Je ne me suis pas retournée. Je suis restée figée, faisant semblant de ne pas l'avoir entendu, tandis que le prêtre continuait à parler de réconciliation et de paix. Mon fils, Aaron, était parti. 33 ans, une crise cardiaque soudaine, et la seule personne au monde qui se souciait de moi. Et maintenant, je suis assise à côté de son cercueil tandis que sa femme Madison porte une robe noire sur mesure et des larmes de crocodile, préparant déjà mon expulsion. Elle m'a serré l'épaule après avoir dit cela, très doucement, comme si elle me réconfortait. Je n'ai pas bougé. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et n'hésitez pas à me le dire, ainsi qu'aux autres. Quelle est la leçon de vie que tout le monde devrait entendre avant qu'il ne soit trop tard? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Merci. Elle s'est levée et est allée saluer un nouvel invité. Elle a été si forte, dit quelqu'un derrière moi. Perdre un mari à son âge, je n'ose même pas imaginer. J'avais envie de rire, mais j'avais la poitrine en feu. Je suis restée silencieuse pendant toute la cérémonie, pendant la prière finale, même quand les gens ont commencé à se diriger vers la salle de réception. Au moment de partir, Madison a tenu à aider sa grand-mère à monter dans la voiture, mais m'a laissée seule. Je suis montée avec elle dans la voiture d'Aaron, mais elle n'a pas dit un mot. La voiture sentait son eau de Cologne, et je pensais que ça me briserait peut-être, mais j'étais trop occupée à essayer de deviner à quel jeu elle jouait. À la maison, elle a fait entrer tout le monde. Elle a fait un petit discours sur la force et l'humour d'Aaron et sur son amour pour sa famille. Je suis restée derrière l'îlot de cuisine sans rien dire. Elle a distribué du vin, porté un toast, serré les gens dans ses bras comme une veuve à la télévision. Mais j'ai remarqué des petits détails. La photo de famille près de l'escalier avait disparu. Son étui militaire en métal avait été retiré. Elle était déjà en train de le nettoyer. Après le départ de tous, je suis allée dans ma chambre. Ma chambre, celle où j'avais vécu pendant 7 ans. La porte était ouverte. Mes couvertures étaient pliées. La lampe de chevet était débranchée. J'ai vérifié la commode. La moitié de mes tiroirs était vide. La boîte à bijoux avait disparu. Le placard contenait des cartons étiquetés « Affaires de maman ». Je suis restée là 1 minute, comme si mon cerveau avait besoin de temps pour rattraper son retard. Je suis sortie devant la cuisine. Madison était assise à la table à manger, un verre de vin, le téléphone à la main. Elle n'a pas levé les yeux. Je me suis éclairci la gorge. « Tu as déménagé mes affaires. » Elle m'a finalement jeté un coup d'œil et m'a dit « Je faisais juste des préparatifs. Il y a une entreprise de déménagement que je peux appeler quand tu seras prête. » Puis elle a souri, comme si c'était une offre polie. J'ai demandé où étaient mes bijoux. Elle a répondu « Il y en a dans le coffre. Tu ne voudrais rien perdre pendant que les gens entrent et sortent. » J'ai dit que je ne lui avais jamais demandé de toucher à mes affaires. Elle a bu une gorgée de vin. Aaron et moi en avons parlé. Elle a dit « Ce n'est pas personnel. Nous avons simplement supposé que tu voudrais retourner chez tes sœurs. Je n'ai pas de sœurs. » Elle le sait. Je l'ai dévisagé. C'est chez moi. Elle a haussé les épaules. C'était chez lui. Il aurait voulu qu'on ait un peu de temps pour faire notre deuil. Puis elle a décroché son téléphone comme si je n'étais même pas là. Je suis sortie avant d'avoir dit une bêtise. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai vérifié à nouveau les tiroirs. J'essayais de rester calme, de réfléchir. La boîte que je gardais sous le lit avait disparu. J'ai ouvert le placard et j'ai vu une poubelle marquée « Vieux doc ». Je l'ai tirée et fouillé dedans. Des reçus. Du vieux courrier, des papiers de garantie. Puis je l'ai trouvé. Mon dossier avec mes vieux dossiers médicaux, mes papiers bancaires et mon passeport. J'ai continué à fouiller, le cœur battant. Je n'ai pas trouvé l'acte de propriété. Celui avec mon nom dessus, celui qu'Aaron avait insisté pour qu'on garde ensemble quand ils ont acheté cette maison et que j'ai contribué à l'acompte après qu'il ait perdu son emploi. Ce papier était censé être dans cette boîte. J'ai vérifié 2 fois. La voix de Madison a résonné dans le couloir. « Et, tu veux des restes de salade ou je les jette ?» Je n'ai pas répondu. Ma main tremblait. Le mot avait disparu. Le lendemain matin, la cuisine était silencieuse et l'odeur du café avait déjà disparu quand j'y suis entrée. Madison était à table, tapant sur son ordinateur portable comme n'importe quel mardi. Elle leva les yeux et dit « Bonjour.
Je consulte quelques devis de déménageurs. J'ouvris le frigo. Mes boîtes nominatives avaient disparu, remplacées par des Tupperware soigneusement empilés qui n'étaient pas les miens. Je n'ai pas demandé de déménageur, dis-je. Elle sourit sans regarder. D'accord. Mais tu as dit que tu voulais gérer les choses selon ton calendrier. Je me suis dit que ça pourrait t'aider. Elle but une gorgée de sa tasse et cliqua sur quelque chose rapidement. Je suis allée au salon. Le vieux fauteuil inclinable de mon fils avait été remplacé par un fauteuil en simili-cuir. Sa couverture était pliée et fourrée derrière le meuble télé, comme un panier pour chien. « Où est le fauteuil inclinable d'Aaron ?» demandai-je. Elle haussa les épaules. Il était vieux. Il ne rentrait plus dans la pièce. Je la fixai du regard. Ça fait une semaine. Elle avait l'air agacée maintenant. Ça fait 9 jours. Je ne vais pas m'asseoir sur une chaise d'homme mort. Hélène, c'était la première fois qu'elle prononçait son nom, comme si ça ne voulait rien dire. Je me retournai et sortis juste pour respirer. Je me suis assis sur les marches du porche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un avocat qu'Aaron m'avait recommandé un jour, lorsque nous mettions à jour nos testaments. La secrétaire m'a dit qu'il pouvait me recevoir cet après-midi-là. Je n'ai pas dit à Madison où j'allais. Je suis simplement parti. L'avocat, Maître Holt, s'est immédiatement souvenu d'Aaron. Un type solide, a-t-il dit. Je suis désolé. Je lui ai expliqué ce qui se passait, comment Madison prétendait que je devais partir, que mon nom figurait sur l'acte de vente, que le document avait disparu. Il m'a demandé depuis combien de temps j'habitais là. 7 ans, ai-je dit, depuis l'achat. Il m'a demandé si j'avais une trace écrite du versement de la compte. J'ai dit que j'avais utilisé un chèque de banque. J'avais encore le reçu. Son regard s'est illuminé. Alors, on a peut-être quelque chose à dire. Je lui ai demandé des explications. Il a dit que si mon nom figurait sur l'acte de vente et que j'avais une preuve de contribution, elle ne pouvait pas me forcer à partir. Pas légalement. Il m'a dit de retrouver ce chèque de banque et, si possible, les documents d'achat originaux. Je l'ai remercié et je suis rentrée chez moi, les mains trop serrées sur le volant. Madison était au téléphone à mon retour, arpentant le couloir. Non, elle ne sait rien, dit-elle au téléphone, baissant la voix en me voyant. C'est réglé. Je la dépassai et me dirigeai droit vers le grenier. Aaron y gardait des cartons datant d'avant leur mariage. De vieux dossiers scolaires, des impôts, des quais de déménagement. J'y grimpai, le cœur battant, et commençai à ouvrir des cartons. De la poussière partout. J'y trouvai son carton d'université, son carton de dossier militaire, puis un carton étiqueté « Achat immobilier ». J'en eus le souffle coupé. Je l'ai sorti, me suis assis par terre sur le sol du grenier et j'ai commencé à le feuilleter. Déclaration de clôture, assurance habitation, approbation de prêt bancaire, et puis voilà, une enveloppe Kraft marquée « Acte authentique ». Je l'ai ouverte et l'ai regardée. Mon nom, ma signature, la sienne, datée, notariée, classée. Je suis resté assis là une seconde, à y réfléchir. Madison bluffait. Soit elle ne savait pas, soit elle savait et espérait que moi non. J'ai glissé le dossier dans mon manteau et je suis descendu. Elle se tenait en bas de l'échelle du grenier. « Vous cherchez quelque chose ?» a-t-elle demandé en haussant les sourcils. Je l'ai regardé dans les yeux. Juste de vieux papiers. Rien d'important. Elle a souri légèrement. C'est bien. Je ne voudrais pas que tu sois stressée. Puis elle s'est retournée et s'est dirigée vers la cuisine comme si de rien n'était. On a juste eu une confrontation silencieuse. Ce soir-là, j'ai fait des copies de l'acte et je l'ai scanné dans ma boîte mail. J'ai créé un dossier réservé aux avocats. Je n'étais pas stupide. Elle pensait avoir l'avantage, mais maintenant j'avais un moyen de pression. Il fallait juste que j'avance prudemment. Vers 21h, elle est entrée avec 2 verres de vin et m'a dit « Je me suis dit qu'on devrait clarifier les choses. » J'ai pris le verre, mais je n'ai pas bu. Bon. Elle s'est assise sur le canapé en face de moi. Je sais que la situation a été tendue, mais Aaron a toujours dit que cette maison était pour nous, pour notre future famille. Je n'ai rien dit. Elle a baissé les yeux vers son verre. Je ne veux pas que ça tourne mal. Je veux juste aller de l'avant. J'ai fixé sa main, son annulaire gauche, toujours avec son alliance. Elle a levé les yeux. Tu comprends, n'est-ce pas? Ai-je demandé. As-tu parlé à un avocat? Son visage s'est crispé. Non, je ne pensais pas que c'était nécessaire. J'ai souri. Peut-être que si.
Ses yeux se sont rétrécis une seconde. Elle a pris une gorgée de vin. Tu me menaces, Hélène? J'ai souri en retour. Non, je réfléchissais à voix haute. Elle s'est levée lentement. J'espère qu'on pourra faire ça facilement. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Elle traversa le couloir, son verre à la main. J'attendis qu'elle soit hors de vue, puis je sortis mon téléphone et vérifiai une dernière fois l'acte numérisé. Mon nom était clair comme de l'eau de roche. Elle pensait m'avoir piégé, mais elle ignorait ce que je venais de découvrir à l'étage. Le lendemain matin, j'imprimai 2 copies de l'acte et les glissai dans une enveloppe scellée au nom de mon avocat. Je la déposai à son bureau sans appeler au préalable, prévins son assistante que c'était urgent, puis sortis avant qu'elle puisse poser des questions. De retour à la maison, Madison était dans le garage en train de vider les étagères comme si elle avait déjà surmonté son chagrin. Elle leva les yeux quand je m'arrêtai. « Salut », dit-elle nonchalamment. « Je me débarrasse juste de mes affaires. J'espère que ça va. » J'acquiesçai et entrai, faisant semblant de ne pas remarquer que le matériel de pêche d'Aaron avait disparu. Je montai dans ma chambre, ouvris le tiroir du haut de ma table de chevet et le trouvai verrouillé. Ce tiroir n'avait jamais eu de serrure. Je pris un tournevis plat et l'ouvris. À l'intérieur, mon flacon de médicaments avait disparu. Ma petite enveloppe pour l'argent liquide aussi. Elle m'envoyait un message. Elle voulait que je sache que je n'avais plus d'intimité. Je me suis assis sur le lit et j'ai respiré entre mes dents jusqu'à ce que la brûlure dans ma poitrine disparaisse. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort d'Aaron. J'ai ouvert son classeur dans le bureau. 3e tiroir plus bas, j'ai trouvé un dossier intitulé « Options de refinancement ». À l'intérieur se trouvaient des relevés de prêts hypothécaires récents, à nos 2 noms, datant de moins d'1 an. C'était important. Madison n'avait pas été ajoutée, même après le refinancement. J'ai pris une photo et je l'ai sauvegardée sur mon cloud. J'ai entendu la voix de Madison dans le couloir, parlant à quelqu'un sur haut-parleur. Oui, elle est toujours là. Je sais que c'est gênant, mais elle n'a aucun droit réel. Un silence, alors. Non, son nom ne figure pas sur les factures d'électricité et d'impôts. Tout ira bien. Je suis entrée dans le couloir et j'ai fait juste assez de bruit pour qu'elle sache que je l'avais entendue. Elle s'est retournée brusquement, les yeux écarquillés. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. J'ai dit. « Tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis dans cette maison. Les murs sont fins. » Puis je suis retournée à la cuisine et j'ai commencé à faire du café comme si de rien n'était. Le reste de la journée, elle est restée à l'écart. Vers 18 heures, je suis passée devant le salon et j'ai vu qu'elle avait remplacé le portrait de famille par un paysage. Des montagnes bleues et de la neige vide, personne. Je l'ai regardée plus longtemps que prévu. Ce soir-là, elle a commandé un plat chinois et a laissé le mien dans le sac sur le comptoir. Pas de mots, pas de politesse. J'ai pris le repas, fermé ma porte et l'ai verrouillé de l'intérieur avec le cale-porte que j'avais gardé depuis la semaine dernière. Je ne voulais pas prendre de risques. À 2 heures du matin, j'ai entendu des pas devant ma chambre. Lents, posés. Je me suis levée, j'ai collé mon oreille à la porte. Aucun coup, juste un silence, puis des pas qui s'éloignaient. Au matin, le réveil clignotait. Il y avait eu une panne de courant pendant exactement 1 minute. J'ai vérifié le disjoncteur. Tous les interrupteurs fonctionnaient correctement. Je ne lui ai pas adressé la parole au petit déjeuner. Elle m'a proposé un café comme si de rien n'était. J'ai refusé. Puis je suis retournée voir l'avocat. Cette fois, je me suis assis en face de Monsieur Hall et je lui ai remis les photos, les documents de refinancement et les copies de l'acte. Il les a examinés un par un en hochant la tête. Elle n'a aucune capacité juridique, a-t-il dit. Son nom n'apparaît jamais et vous avez contribué financièrement et résidentiellement pendant plus de 7 ans. Si elle essaie de vous expulser, elle perdra. J'ai demandé si je pouvais déposer une plainte préventive. Il a hoché la tête. Nous rédigerons un avis de copropriété et préparons une réponse juridique à toute fausse déclaration. Si elle vous sert quoi que ce soit, nous intervenons immédiatement. Je me suis renseigné sur les risques, a-t-il dit. Seulement si vous perdez vos documents. Gardez-les en sécurité et restez calme. Je suis rentré chez moi avec un nouveau silence. Ni chagrin, ni peur, mais concentration. Quand je suis entré, Madison pliait du linge sur le canapé. Elle a levé les yeux et m'a demandé « Tu es allé quelque part ?» J'ai répondu « Juste besoin d'air frais ». Elle a haussé un sourcil. « Tu as l'air confiant tout à coup. »
J'ai souri et j'ai dit, je viens de me souvenir de quelque chose d'important. Elle m'a fixé du regard une seconde, puis a dit, j'espère que ça ne complique pas les choses. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai vu que mes aliments étiquetés étaient de retour. Même écriture. Ce soir-là, je l'ai entendu parler au téléphone dans la chambre d'amis. Ouais, elle a un comportement bizarre. Je devrais peut-être avancer les choses. Une autre pause. Si elle trouve ce dossier, on est foutu. Elle ne savait pas que je l'avais déjà. Elle ignorait que le dossier était déjà entre les mains d'un avocat. Mais maintenant je savais avec certitude qu'elle cachait quelque chose de plus grave qu'un simple litige immobilier. Et j'allais bientôt découvrir quoi. 3 jours plus tard, Madison organisait ce qu'elle appelait une réunion de deuil pour les amis et collègues d'Aaron, une annonce qu'elle annonça avec désinvolture autour d'un café, comme s'il s'agissait d'un brunch d'anniversaire. Juste un petit moment de clôture, dit-elle en versant du lait d'amande dans sa tasse sans prêter attention à la seconde que j'avais posée à côté. Elle ne m'a pas demandé de l'aider à préparer le repas, ce qui était tout à fait normal. Elle m'a à peine salué cette semaine-là, si ce n'est pour me demander de garder les toilettes d'invités propres et de ne mentionner aucun sujet personnel si je parlais à qui que ce soit. Je n'ai pas discuté, je n'ai rien dit, mais j'ai observé. Je l'ai regardé sortir le vieux chariot de bar d'Aaron et le garnir comme si elle organisait un cocktail. Je l'ai vu garnir le comptoir de mini-quiches et de crackers importés comme si on ne venait pas de l'enterrer. Le premier invité est arrivé juste après 18 heures, Kyle, l'ami d'Aaron, qui venait du travail. Il m'a serré dans ses bras longuement et m'a murmuré. Il parlait de toi tout le temps. Il disait que tu étais la seule personne sur laquelle il pouvait toujours compter. J'ai hoché la tête, retenant mes larmes. Puis sont arrivés d'autres, des voisins, des collègues. Quelques amis pilates de Madison. J'en ai reconnu certains, d'autres non. Madison a flotté dans la pièce comme un hôte gracieux, verre à la main, prononçant de petits discours sur la générosité et la lumière d'Aaron. Je me tenais près du mur du fond, la regardant sourire aux inconnus, sans prêter attention au fait qu'elle avait saccagé sa chambre et jeté ses livres. À un moment, quelqu'un m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu, du mieux que je peux, vu que j'habite toujours ici. La femme avait l'air perplexe. J'ai ajouté, Aaron et moi étions copropriétaires de la maison. C'est Madison qui gère les choses maintenant, mais j'habite toujours ici. Ses sourcils se sont levés. Oh, je croyais qu'elle avait dit que c'était la sienne. J'ai souri poliment. Erreur facile. 1 heure plus tard, j'ai surpris Madison qui m'observait de l'autre côté de la pièce. Son visage souriait toujours, mais son regard avait changé, serré et scrutateur. Elle est venue quand le calme est revenu et a dit « Puis-je vous parler un instant ?» Je l'ai suivie dans le couloir. Elle a fermé la porte derrière nous. « Vous essayez de commencer quelque chose. » J'ai répondu honnêtement à une question. Elle s'est approchée. Ne fais pas la coquette, Hélène. Ces gens n'ont pas besoin d'entendre parler de paperasse. J'ai croisé les bras, puis j'ai arrêté de mentir. Elle me fixa du regard, puis se reprit. Écoute, c'est délicat. Ce sont des gens qui tenaient à Aaron. Ils sont là pour me soutenir. Je dis, alors, ne mets pas de cocktail dans la maison dont tu essaies de l'effacer. Son visage rougit. Si tu ne veux pas être là, tu es libre de partir. Je souris. Oh, je ne vais nulle part. Elle se pencha vers moi, murmurant comme à l'enterrement. Tu te crois intelligente, Hélène, mais tu ne sais pas comment ça marche. Je ferai en sorte que vous regrettiez d'être restée. Puis elle est sortie avec la même expression polie et a salué le client suivant comme si nous ne nous étions pas simplement sifflé des menaces dans le couloir. Le reste de la soirée, je suis resté silencieux. J'ai observé. J'ai écouté. J'ai remarqué qu'un client, un homme d'une 40aine d'années au crâne rasé et portant un manteau de créateur, me fixait sans cesse comme s'il essayait de me situer. Il a discuté brièvement avec Madison près du couloir, puis est parti tôt. Quelque chose dans sa façon de se déplacer, prudente et à voix basse, m'a marqué. Après le départ de tout le monde, Madison a rangé en silence. Je n'ai proposé aucune aide. Elle n'a rien demandé. À minuit, je suis passé devant la chambre d'amis et j'ai vu le dossier Manny dans son sac fourre tout ouvert. Il n'était pas là plus tôt. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris une photo silencieuse par l'entrebâillement de sa porte. Le dossier disait « Doc copie plan de secours ». Ce soir-là, j'ai attendu de l'entendre prendre sa douche. Puis je suis entré dans le couloir et j'ai ouvert le sac. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dossiers, l'un portant la mention « Chronologie de la maison »,
l'autre, signature électronique 2023. Je n'ai rien pris. J'ai juste pris des photos. L'un des dossiers contenait une capture d'écran d'un testament avec une signature numérique que je ne reconnaissais pas. Dans le coin inférieur, il était écrit « Déposé le 4 mars ». Aaron est décédé le 2 février. Il n'avait rien signé en mars. Je suis resté là, le souffle coupé, tandis que l'eau se coupait. J'ai bougé rapidement, j'ai fermé son sac, je suis retourné dans ma chambre et j'ai attendu en silence qu'elle passe dans le couloir, fredonnant, enveloppée dans un peignoir. Mes mains tremblaient encore. Mais maintenant, j'avais plus qu'un simple acte. J'avais la preuve qu'elle essayait de prendre le contrôle. Il se tramait quelque chose de plus grave. Et demain, j'allais creuser encore plus profondément dans ce que les signatures électroniques 2023 étaient censées couvrir. Je me suis réveillée le lendemain matin au son de reniflements dans la cuisine. Pas de gros sanglots, juste un délicat rythme de pleurs discret destiné à être entendu. Et quand je suis entrée, Madison se tenait près de l'évier, en peignoir, un mouchoir froissé à la main, regardant par la fenêtre comme dans un feuilleton. Mais dès qu'elle m'a remarqué, elle s'est retournée et s'est essuyé les yeux du bord de la paume, forçant un sourire comme si elle était courageuse pour quelqu'un et dit « Je suis désolée. Parfois, ça me revient. » Puis elle a posé une main sur son ventre, sans ostentation, mais juste assez pour que je le remarque. Je me suis figée, car c'était nouveau. Elle a levé les yeux et a dit doucement « Je ne voulais rien dire avant d'être sûre. Je suis enceinte, Hélène. » Pendant 5 secondes, je n'ai pas pu parler, je n'ai pas pu bouger, parce que ça n'avait aucun sens. Pas après tout ce que j'avais vu, et pas au vu du timing. J'ai demandé « À combien de temps ?» Elle a répondu rapidement « 8 semaines, peut-être 9. » Et tout s'est mis en place, car Aaron était mort depuis 10 ans. Je l'ai simplement fixé du regard, essayant de ne pas montrer l'alarme qui me rongeait la poitrine, tandis qu'elle s'approchait et posait la photo de l'échographie sur la table comme un atout. Je l'ai ramassée, la tournant lentement, remarquant le coin, son nom, la clinique et la date imprimée en caractères noirs, non pas 10 semaines, mais 4. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la grossesse n'avait rien à voir avec Aaron. Et tout ce qui avait trait au contrôle, elle a dit, j'ai fait appel à un donneur. Aaron et moi en avions parlé, au cas où. Il voulait que j'aie un morceau de lui. Et j'ai su à cet instant que c'était un mensonge, car on m'aurait dit quelque chose d'aussi grave. Je l'ai regardé sans rien dire, je lui ai juste rendu la photo sans réagir. Et elle a ajouté, « J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi il est si important pour moi d'avoir de la stabilité pour le bébé. » Et j'ai compris qu'elle construisait un récit de compassion, quelque chose qu'elle pourrait utiliser au tribunal si cela arrivait. La veuve en deuil attendant un enfant est forcée de partager un foyer avec une belle-mère instable. J'ai hoché la tête lentement et lui ai dit que ça changeait les choses. Et son visage s'est adouci, comme si elle croyait que je pliais, comme si sa petite comédie avait fonctionné. Mais dès qu'elle a quitté la pièce, j'ai pris mon téléphone, j'ai sorti la photo que j'avais prise du document dans son sac et j'ai comparé la date de l'échographie avec la date du dossier. À 4 jours d'intervalle, les deux datant de la même semaine, tous deux dissimulés comme des preuves. Je les ai transmis à Monsieur Holt avec un court message. Il faut qu'on parle. Et moins d'1 heure plus tard, il m'a rappelé et m'a dit, ça nous aide vraiment si elle invoque une dépendance ou des difficultés émotionnelles. On peut la forcer à présenter son dossier médical et la cohérence de son calendrier. J'ai demandé, et si elle avait tout truqué? Il a répondu, alors c'est une fraude, et si vous continuez à documenter ça calmement, on gagnera avant même que ça arrive au procès. J'ai dit, elle essaie de me piéger pour que je réagisse. Il a répondu, alors ne le faites pas. Et je ne l'ai pas fait. Je suis restée silencieuse. J'ai nettoyé la salle de bain. J'ai plié le linge. J'ai souri quand elle a fait des petites remarques comme « Ce bébé va avoir besoin de tellement de place ». Ou encore « Ça va être dur à élever ». Un enfant dans un environnement hostile. Et chaque fois, elle me regardait comme si elle me demandait si j'étais sur le point de craquer. Et je hochais la tête et gardais le silence jusqu'à ce vendredi où j'ai reçu une enveloppe glissée sous ma porte, dans une chemise en papier craft, marquée « Préavis urgent de 48 heures ». À l'intérieur se trouvait un document dactylographié, manifestement non déposé au tribunal, stipulant que j'avais 48 heures pour quitter les lieux en raison d'une instabilité émotionnelle et de menaces personnelles. Et je suis resté assis là, à le regarder, le cœur battant, non pas par peur, mais par la négligence avec laquelle elle venait de me distiller un mensonge que je pouvais écraser d'un seul email. Et en le relisant, j'ai remarqué une dernière ligne en bas de page qui m'a donné la chair de poule.
Ne pas quitter les lieux entraînerait l'intervention des forces de l'ordre et d'éventuelles poursuites pour négligence envers les personnes âgées. Et c'était tout. C'était la carte qu'elle avait décidé de jouer. Elle allait me dépeindre au tribunal comme une vieille femme dangereuse, instable et violente, alors que je n'avais rien fait d'autre que de faire des tartines et de plier des serviettes. Et maintenant, elle forçait le pas, déclenchant une panique, espérant que je m'enfuirais avant de riposter. Et je savais ce qu'il me restait à faire. Il fallait que j'arrête d'attendre qu'elle abuse, car elle l'a fait. Je n'ai pas dit un mot après avoir lu ce faux avis d'expulsion. Je l'ai plié lentement, glissé dans un nouveau dossier avec les autres documents que Madison m'avait commodément offerts ces 2 dernières semaines et me suis rendu directement au bureau de M. Holt. Pas de rendez-vous, pas d'attente, car il ne s'agissait plus de défendre mon droit de vivre dans la maison. Il s'agissait de démanteler le monde imaginaire qu'elle essayait de construire. Et quand je me suis assis en face de lui et que je lui ai remis le nouveau dossier, ses yeux ont parcouru la dernière ligne, et il a ri, non pas d'amusement, mais d'incrédulité, et a dit « Elle te menace de négligence envers les personnes âgées alors que c'est toi qui as harcelé émotionnellement, documenté et manipulé financièrement. » Et je lui ai tout raconté, le faux calendrier de grossesse, l'étiquette de clinique de FIV, la date du don, les photos truquées, les appels téléphoniques surpris la nuit et les conversations dans lesquelles je l'avais entraîné sans jamais hausser le ton. Et il a dit « On a dépassé le stade de la guerre civile. Il s'agit d'un territoire de litige pré-fraude. Et si elle a falsifié des documents financiers ou utilisé votre identité de quelque manière que ce soit, nous pourrions être poursuivis au pénal. » J'ai demandé « Quel est le moyen le plus rapide de le prouver ?» Il a répondu « Nous demandons une assignation à comparaître pour obtenir des informations sur ses dossiers numériques, ses emails, ses journaux de SMS, ses déclarations médicales et ses transactions bancaires. » J'ai demandé « Un juge l'accordera-t-il » Il a répondu « Si nous prouvons que l'expulsion falsifiée, l'incohérence de la grossesse et la fausse déclaration de propriété sont documentées, nous n'avons pas seulement un dossier, nous avons un moyen de pression. » Et j'étais assis là, respirant le fait que, pour la première fois depuis la mort d'Aaron, je ne survivais plus. J'étais sur le point de retourner la situation à la personne qui pensait pouvoir m'effacer. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez un imprimeur et j'ai commandé 3 exemplaires reliés de tout. L'acte à mon nom, le dossier de refinancement, l'échographie avec la fausse date, le texte de la menace d'expulsion, les noms de toutes les personnes qui l'ont vu. J'ai essayé de réécrire l'histoire de la maison pendant là je me suis rassemblé pour faire mon deuil, et j'ai étiqueté le dossier Madison, puis j'en ai déposé un exemplaire dans mon coffre-fort, un autre chez mon avocate et un autre sous le plancher de mon placard, où elle ne le trouverait pas même si elle mettait tout à sac. Et quand je suis rentré ce soir-là, elle était dans la cuisine en visioconférence, casque sur les oreilles, riant à gorge déployée d'une nouvelle opportunité immobilière, et elle a dit à la personne à l'écran « Oui, j'aurai accès à la maison d'ici 2 semaines maximum. » Et je suis resté derrière le mur, figé sur place, réalisant qu'elle n'essayait pas seulement de gagner la maison par chagrin ou par insécurité. Elle la revendait, peut-être même envisageait-elle de la vendre, ce qui signifiait qu'elle n'y resterait même pas. À long terme, elle voulait juste les droits de propriété pour son propre profit. Je suis entré dans la pièce et je me suis assuré qu'elle me voit. Je n'ai rien dit. Je me suis juste dirigé vers le réfrigérateur. J'ai sorti une bouteille d'eau et je l'ai regardée fixement jusqu'à ce qu'elle raccroche. Elle s'est retournée lentement et a dit « Vous avez besoin de quelque chose ?» Et elle a dit « Juste pour info. Si une autre enveloppe arrive chez moi, assurez-vous qu'elle soit timbrée. Tout ce qui n'est pas encore arrivé ira directement à mon avocat. » Elle a cligné des yeux comme si je l'avais giflée, puis a dit « Tu me menaces maintenant ?» J'ai répondu « C'est toi qui as commencé la guerre des papiers, Madison. Je fais juste en sorte que le mien soit légal. » Et je suis parti avant qu'elle puisse répondre. Et ce soir-là, j'ai fait une dernière chose. J'ai ouvert l'ancienne boîte mail d'Aaron, dont il avait partagé l'accès lorsque je l'avais aidé à chercher un emploi des années auparavant. Le mot de passe, les paroles de sa chanson préférée et son numéro de matricule fonctionnaient encore. Et je n'ai pas trouvé grand-chose. Surtout des demandes d'emploi et des factures. Mais ensuite, j'ai trouvé un dossier marqué d'un drapeau, intitulé « Succession ». À l'intérieur, il y avait des PDF, dont un intitulé « Projet de testament pour février 2023 ». Et quand je l'ai ouvert, j'ai arrêté de respirer car la signature en bas ne correspondait pas à son écriture. Le sceau du notaire avait été rogné et réutilisé. Et pire encore, le document mentionnait Madison comme unique héritière et propriétaire, sans aucune mention de moi, alors que la date était une semaine avant sa mort, et je l'ai imprimé sans rien toucher, le cœur battant, réalisant que c'était bien ça,
la chose qu'elle essayait de cacher, le dossier qu'elle avait dû enfouir dans le dossier que j'avais vu dans son sac. Et cette version contenait des métadonnées provenant de son nom d'ordinateur. Pas Aaron, ni un cabinet d'avocats, juste Madison K. Draft. J'ai envoyé le fichier directement à Monsieur Hall en écrivant « Elle a falsifié son testament », et je n'ai même pas bronché en appuyant sur « Envoyer ». Le lendemain matin, Hall m'a appelé avant même que j'ai fini mon toast. Sa voix était calme mais ferme. « Nous déposons le testament aujourd'hui. » Et c'est à ce moment-là que tout est passé de la défense silencieuse à l'attaque active, car nous avions désormais la preuve numérique de la falsification, la preuve de l'intention de frauder, la preuve de documents juridiques falsifiés avec une signature informatique traçable. Il m'a ensuite expliqué les étapes suivantes, étape par étape, déposer une requête pour bloquer tout transfert de titre de propriété, demander un examen judiciaire du testament, déposer une alerte à la fraude auprès du tribunal des successions et apposer un avis de protection sur la maison pour empêcher toute vente ou tentative de refinancement non autorisée. Et il a ajouté, « Vous n'êtes pas obligé de la lui signifier. Le tribunal s'en chargera. » J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir, car enfin quelqu'un d'autre allait parler pour moi et je n'aurais plus à faire semblant d'être impuissante dans la maison que j'ai contribué à payer. Et à midi ce jour-là, Madison a dû sentir quelque chose changer, car elle est devenue étrangement amicale, proposant de préparer le déjeuner et me demandant si je voulais l'aider à faire les courses pour bébé. Et quand j'ai refusé, elle a incliné la tête et m'a demandé « Ça va ?» J'ai juste souri et dit « On verra bien. » Et cet après-midi-là, pendant qu'elle était sortie, j'ai reçu un appel d'un huissier qui m'a dit « On remettra des papiers plus tard dans la journée. Ne vous engagez pas. » Et j'ai dit « Croyez-moi, je ne le ferai pas. » Je me suis assise sur le canapé, stores ouverts, et j'ai attendu. Vers 17h, elle s'est garée dans l'allée dans son nouveau SUV, 2 sacs de course à la main. Et à la seconde où elle a mis le pied sur le porche, un homme en veste grise est sorti de sa voiture, a monté les marches et a prononcé son nom complet d'un ton clair et précis. Elle marqua une pause, confuse, et dit « Oui ». Il lui tendit une épaisse enveloppe et dit « On vous a signifié une ordonnance pour fraude successorale et injonction de propriété. » Elle cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes, et demanda « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il répondit « Il faut que vous la lisiez. » Puis il s'éloigna sans un mot. Je la regardai depuis la fenêtre du salon, tenant l'enveloppe comme si elle pesait lourd, fixant le seau. Puis son regard se porta vers la maison, vers moi. Je ne bougeais pas, je ne sciais pas, je restais assis là jusqu'à ce qu'elle entre à grands pas et claque l'enveloppe sur la table à manger, l'ouvrit, parcourut la première page, puis la deuxième, et je l'entendis murmurer « Non, non, non ». Puis, plus fort, elle ment. Ce ne sont que des mensonges. Elle se tourna vers moi et cria « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Je me levai et dis « Je ne leur ai rien dit. » Les documents, oui. Elle a jeté l'enveloppe par terre et s'est précipitée dans la cuisine en marmonnant « Je vais arranger ça. Ça n'arrivera pas. » Je n'ai pas dit un mot, car elle ne me parlait plus. Elle parlait au monde qui lui avait finalement dit non. Et ce soir-là, elle n'a pas mangé, n'a pas parlé, n'est même pas sortie de sa chambre. Et le lendemain matin, je l'ai trouvée arpentant le jardin au téléphone avec quelqu'un, sifflant « Trouvez-moi juste un avocat qui sache comment enterrer ça. » Et puis, je me fiche du prix. Ce n'est qu'une vieille dame. Je suis restée sur le porche, les bras croisés, lui faisant savoir que j'avais tout entendu. Et 2 jours plus tard, la date du procès était fixée. Une audience préliminaire pour établir la validité du testament et la propriété du titre. À notre arrivée, Madison est entrée, vêtue d'un blazer couleur crème, tenant sa fausse échographie comme un accessoire. Son avocate a entamé un discours à voix basse sur le veuvage, le deuil et la protection maternelle. Mais Hall a mis fin à l'audience avec des preuves irréfutables. Des comparaisons entre la véritable signature d'Aaron et celle qu'elle avait soumise, des traces de métadonnées provenant de son ordinateur portable prouvant qu'elle avait ouvert et modifié le document elle-même, sans oublier les documents de refinancement. Cela l'excluait totalement, et puis vint le clou du spectacle, le titre à mon nom et mes commissions, légalement enregistré, non modifié et intact par Madison sous quelque forme que ce soit. Et lorsqu'Holt a dit « Votre honneur, ma cliente est copropriétaire de ce bien depuis le premier jour », le juge s'est penché en avant, a examiné le dossier et a déclaré « Maître, c'est extrêmement clair. » Et j'ai vu Madison s'effondrer, les épaules s'affaisser, la bouche se contracter comme si elle voulait crier sans y parvenir. Puis le juge a déclaré « Le gel temporaire de la propriété est levé. Madame Hélène conserve la copropriété légale. Toutes les demandes d'expulsion sont nulles. Quant au testament,
Il est sujet à enquête pour fraude. L'avocat de Madison a murmuré quelque chose rapidement. Elle l'a regardé comme s'il l'avait trahi. Je suis restée là, immobile, silencieuse, forte, car ce n'était pas un tour de piste. C'était juste la vérité enfin dite à voix haute. En quittant la salle d'audience, Hall s'est tournée vers moi et m'a dit « Attendons de voir si elle va riposter ou faire ses valises. » En montant dans la voiture, j'ai consulté mon téléphone. J'ai vu un email du tribunal confirmant la reconnaissance de pleine propriété. J'ai souri, non pas par dépit, mais par soulagement, car elle pouvait déformer les histoires et falsifier les photos autant qu'elle le voulait. Mais maintenant, la loi savait ce qu'elle était vraiment. La maison était trop calme le lendemain matin. Pas paisible, mais chargée, comme le silence avant la tempête. Et quand je suis entrée dans la cuisine, Madison était déjà là, tout de noir vêtu, comme si elle allait. Un autre enterrement, assis à côté d'elle. La table avec son café intact et un bloc-notes devant elle rempli de noms et de numéros de téléphone. Et elle n'a pas levé les yeux quand je suis entrée, elle a juste dit « Tu crois avoir gagné ?» Et j'ai versé mon propre café sans répondre, la laissant combler le silence avec ses propres doutes. Et elle a continué « Tu crois que juste parce que tu as convaincu un juge de ta petite histoire, c'est fini ?» Et je me suis finalement retournée et j'ai dit « Ce n'était pas une histoire, Madison. C'était la loi. » Et ça a fait un choc en elle, car elle s'est levée si vite que la chaise a crissé contre le carrelage. Et elle a dit « Tu n'as pas le droit de me voler tout. » Et je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit « Tu as essayé de m'effacer d'une maison que j'ai contribué à construire dans une vie dont j'ai toujours fait partie, et tu as utilisé un faux testament et une fausse grossesse pour y parvenir. » Et elle s'est figée, bouche bée, puis a essayé de changer de sujet, disant « J'étais en deuil, mais ça n'a pas marché. Plus maintenant, car l'acte était mort et nous le savions tous les deux. » Et j'ai dit « Fais tes bagages. Je t'accorde le même respect que tu ne m'as jamais accordé. Je n'appelle pas encore le shérif. » Elle a ouvert la bouche comme si elle allait crier, puis l'a refermée, a attrapé son téléphone et est sortie en trombe de la maison. Je me suis assis et j'ai siroté mon café, le savourant enfin sans la peur qui me rongeait la gorge. Et pendant les heures qui ont suivi, la maison est restée silencieuse, non seulement en surface, mais aussi à l'intérieur, comme un premier souffle après des mois sous l'eau. Je suis entrée dans l'ancienne chambre d'Aaron, j'ai fermé la porte et je me suis assise au bord du lit, regardant l'étagère vide, les murs qu'il avait peints lui-même, et j'ai dit doucement « Tout va bien maintenant, chérie. Je te le promets. » Puis j'ai ouvert son tiroir du haut, celui que je n'avais pas touché depuis l'enterrement, et j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Une feuille de papier pliée, manuscrite, non signée, de sa main, datée de 3 semaines avant sa mort. Elle commençait ainsi « S'il m'arrive quelque chose, sache que je suis désolée. » Et j'ai senti ma poitrine se serrer tandis que je lisais ligne après ligne des mots de culpabilité, de frustration, de regret sur la façon dont il avait laissé Madison l'isoler. Comment il savait qu'elle était manipulatrice, mais qu'il essayait d'arranger les choses. Comment il avait l'impression de ne plus pouvoir me dire les choses parce qu'elle le poussait à choisir son camp. Et au bas, il était écrit « Ne la laisse pas tout prendre. Cette maison a toujours été à nous, pas à elle. Fais ce que tu as à faire, maman. » Et mes mains se sont mises à trembler, non pas de chagrin, mais de lucidité, car même mort, il avait essayé de me donner le dernier mot. J'ai pris la lettre, je l'ai numérisée sur mon téléphone et je l'ai enfermée dans mon tiroir, à côté de l'acte de propriété. Au coucher du soleil, Madison est revenue, le visage en feu, et m'a dit « Tu vas le regretter. J'irai voir la presse. Je leur dirai que tu as harcelé une veuve en deuil. » Et j'ai dit « Ensuite, je leur montrerai les dates des échographies, les métadonnées du testament et la lettre qu'Aaron m'a laissée. » Son visage est devenu pâle comme si elle avait vu un fantôme, car elle ignorait toute cette dernière. Et elle a murmuré « Tu bluffes. » Et j'ai dit « Essaie. » Elle s'est retournée et est partie en claquant sa porte si fort que le cadre s'est détaché du mur du couloir. Et je n'ai pas bronché. J'ai juste ramassé le cadre, je l'ai remis en place et j'ai préparé le dîner comme n'importe quel autre soir. Pendant que les pâtes cuisaient, j'ai envoyé un texto à Hall. J'ai trouvé une lettre personnelle qui renforce mes intentions. Je la transmets. Il m'a répondu en quelques secondes. Envoyé. C'est infaillible. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi la fenêtre ouverte, sans cale-porte, sans clé de secours sous l'oreiller, juste le silence et la fraîcheur. Et au matin, j'ai entendu des cartons qu'on emballait. Le dimanche matin, le couloir devant la chambre de Madison était tapissé de cartons, certains étiquetés, d'autres non,
certains avec du ruban adhésif qui maintenait à peine les rabats fermés comme si elle les avait emballés à la va-vite. Et je ne lui ai pas demandé si elle partait vraiment, car je savais déjà qu'elle n'avait plus aucun atout juridique à jouer. Et le bluff auquel elle s'accrochait s'était effondré sous le poids des documents judiciaires et de sa propre arrogance. Et lorsqu'elle est entrée dans la cuisine, elle n'a d'abord pas parlé, ouvrant simplement un tiroir comme si elle cherchait quelque chose qui n'y était jamais allé. Puis elle s'est finalement tournée vers moi et m'a dit « Je serai partie vendredi ». Et j'ai hoché la tête, sans sourire, sans sarcasme, juste un hochement de tête calme, comme si c'était une réunion logistique et non la fin d'un mois de guerre. Et elle a ajouté « Tu peux récupérer ta maison ». Et j'ai dit « Elle n'a jamais été à toi de la donner ». Et ça l'a frappée plus fort que crier, car elle s'est figée une seconde. Puis elle a détourné le regard, comme si elle voulait cracher quelque chose, mais ne trouvait pas un mot qui ne lui claquerait pas. Et je suis passée devant elle et j'ai mis la bouilloire sur le feu, non pas pour dramatiser, mais parce que j'avais vraiment envie de thé. Et j'avais compris que le plus puissant qu'il me restait à faire était de ne pas réagir, de continuer à vivre comme si elle était partie. Plus tard dans l'après-midi, elle a invité 2 amis, des voix fortes dans le couloir, pour l'aider à soulever des cartons, et je suis restée dans ma chambre pendant qu'elle murmurait des choses comme « Elle est folle » et « Comment as-tu pu vivre ici avec elle ?» Et je n'ai rien dit, car ces questions ne méritaient pas de réponse. Et puis, le lendemain matin, elle a tenté une dernière tentative pathétique. Elle a appelé Kyle, un vieil ami d'Aaron, et lui a laissé un message vocal disant que j'avais inventé toute l'affaire, qu'Aaron ne voulait plus de moi à la maison et que j'utilisais des tactiques de maltraitance pour tout lui prendre. Et ce qu'elle ignorait, c'est que Kyle m'avait déjà parlé, avait déjà vu les documents judiciaires et la lettre d'Aaron, et qu'il m'avait envoyé le message juste après l'avoir reçu, en une seule ligne. Elle est désespérée. Et je n'ai pas répondu, car je n'avais rien d'autre à dire. Et jeudi, sa voiture était chargée de ses dernières affaires. Son visage était blême. Le maquillage lui maquillait les yeux, comme si elle s'était enfin autorisée à réaliser que ce n'était pas seulement une perte juridique. C'était personnel. C'était public et définitif. Et ce matin-là, elle est venue à la porte avec son dernier sac et m'a dit « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Et j'ai dit « Toi non plus. » Et elle a reculé comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse, comme si elle voulait que je dramatise. Peut-être crier, pleurer, ou lui donner une raison de plus de dire au monde que j'étais le méchant. Mais je suis restée là, calme et immobile, à la regarder assimiler la vérité en temps réel, qu'elle avait joué toutes les cartes, brûlé tous les mensonges, et qu'elle s'était retrouvée exactement là où elle avait commencé, debout sur un porche qui ne lui appartenait pas, avec un avenir qu'elle ne pouvait vendre. Et j'ai ouvert la porte et dit « Tu as jusqu'à minuit. » Et elle a dit « Où suis-je censée aller ?» Et je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit « N'importe où, sauf ici. » Et puis j'ai fermé la porte, non pas par cruauté, mais pour en finir. Et je l'ai regardée par la fenêtre pendant une minute entière, figée sur le porche, avant de finalement se diriger vers sa voiture, de claquer le coffre et de partir sans me retourner. Et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas applaudi. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je me sentais juste finie. Et quand le soleil s'est couché, j'ai éteint la lumière du porche, verrouillé la porte et, pour la première fois depuis des mois, je me suis laissée tranquille, sans écouter ses pas ni surveiller mes arrières. Parce qu'elle était enfin partie et que la maison était à nouveau à moi, propre et sans personne. Et j'ai cru que c'était fini jusqu'à ce que j'entre dans le salon et que je vois la petite clé USB qu'elle avait laissée sur la table basse, argentée et sans étiquette, posée là comme un appât, et j'ai eu un nœud au cœur, car Madison ne laissait jamais rien derrière elle à moins qu'elle ne veuille qu'on le retrouve. J'ai fixé la clé USB sur la table basse un long moment. Sans la toucher, sans bouger. Parce que je savais que Madison ne l'avait pas laissée par accident. Pas après tout ce qu'elle avait fait. Pas quand chacun de ses gestes était calculé et maquillé d'une fausse sincérité. Et j'ai pensé à le laisser tranquille, à le jeter, à faire comme s'il n'existait pas. Mais après tout ce à quoi j'avais survécu, je n'allais pas terminer cette histoire avec un fil conducteur. Alors, je l'ai branché sur le vieil ordinateur portable d'Aaron, celui qu'elle ne touchait jamais parce qu'elle disait qu'il sentait la poussière et le chagrin, et j'ai attendu que l'écran s'allume. Un seul dossier, pas de mot de passe, juste un fichier intitulé « Ouvre-moi ». Et à l'intérieur, il y avait une vidéo, granuleuse au début, puis plus nette à mesure que la caméra se stabilisait, montrant Madison assise dans le bureau d'Aaron, la même chaise que j'utilisais pour consulter mes emails ce matin-là. Elle a regardé la webcam droit dans les yeux et a dit « Si tu regardes ça, alors soit je suis partie, soit tu penses avoir gagné. » Son ton était calme mais suffisant, comme si elle jouait encore aux échecs dans sa tête. Et elle a continué. J'ai fait ce que j'avais à faire, et j'ai peut-être dépassé les bornes,
mais tu n'étais pas censée rester ici éternellement, Hélène. Tu étais une remplaçante, une invitée qui a abusé de son hospitalité. Puis elle s'est penchée en avant, le regard dur, la voix basse. Aaron voulait te demander de partir avant de mourir. Il n'a tout simplement pas eu le courage de le dire. J'ai arrêté la vidéo, la mâchoire serrée, le cœur battant, car même maintenant, elle essayait de semer le doute, de creuser la seule chose qu'elle ne pourrait jamais supporter, mon lien avec mon fils. Mais j'ai appuyé sur lecture et je l'ai regardé dire. Je lui ai dit qu'on pourrait construire quelque chose si on avait de la place. S'il pouvait enfin oublier le passé. Mais il était faible. Il ne pouvait pas couper le cordon. Alors je devais le faire pour lui. Et puis elle a souri comme si c'était une sorte de victoire, comme si l'isoler de moi était un acte d'amour plutôt qu'un acte de contrôle. Et elle a terminé la vidéo par « Tu peux garder la maison, Hélène, mais tu n'oublieras jamais ça. » Et l'écran est devenu noir. Et je suis resté assis là un moment, dans le silence qui a suivi, sans colère, ni même surprise, parce que c'était elle depuis toujours. Contrôlée, cruelle, toujours en quête du dernier mot. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà la seule chose qui comptait. La lettre manuscrite d'Aaron. Celle qu'elle ne pourrait jamais falsifier ni écraser. Celle où il disait « Je suis désolé » et me disait la vérité qu'elle avait passé des mois à essayer d'enfouir. Et j'ai sorti cette lettre de mon tiroir, je l'ai tenue à côté de l'image fixe de son visage sur l'ordinateur et je n'ai ressenti que de la paix. Parce qu'au final, il ne s'agissait pas de prouver qui avait raison. Il s'agissait de survivre assez longtemps pour la voir perdre le contrôle. J'ai éjecté la clé USB, l'ai jetée à la poubelle et supprimé le fichier de l'ordinateur portable. Non pas par peur de ses mensonges, mais parce que je n'avais plus besoin de rappel. La guerre était finie, la maison était silencieuse et chaque pièce m'était enfin redevenue. Et ce soir-là, j'ai déballé mes dernières affaires des cartons qu'elle avait un jour étiquetés pour le déménagement, remis la photo d'Aaron sur l'étagère de l'entrée, allumé une bougie dans la cuisine et me suis assise à table, seule, pas seule, juste immobile, juste présente, juste libre. Et tandis que je sirotais mon thé et écoutais le silence qui n'était plus empreint de tension ni de peur, j'ai regardé par la fenêtre le porche qu'elle avait autrefois tenté de conquérir et j'ai murmuré « Ma maison, mes règles ». Et j'ai souri parce que, pour la première fois depuis les funérailles, je pouvais respirer dans un espace qui m'appartenait entièrement. Non pas parce que je me suis battue pour cela, mais parce que je ne l'avais jamais laissé prendre.